Bonjour, bonsoir chers amis téléspectateurs. Nous voilà réunis pour cette nouvelle année 2016. J'espère que vous avez passé une année 2015 pas trop catastrophique, que pour certains ou beaucoup d'entre vous ça a été une année heureuse et que vous avez vu se réaliser beaucoup de vos projets et que vous avez pu en formuler de nouveaux pour cette année-là. Donc moi, je vous souhaite de les réaliser. Et puis, je souhaite aussi que ce soit une année heureuse pour vous. Je voudrais vous dire que nous avons à travailler à développer notre esprit de solidarité. Nous avons à partir à la conquête de notre histoire et donc de nous-mêmes. Nous avons à cesser d'être la construction ou les constructions des autres et nous avons à désirer vivre en harmonie avec notre environnement, avec les nôtres, pour éviter que la violence ne continue à faire les ravages que nous les connaissons et que nous arrivions donc en quelque sorte à nous apaiser et à nous supporter, à nous tolérer, à vivre dans une société qui soit digne de ce nom. Pour 2016, je voudrais également remercier toute l'équipe de Zouk TV, toutes les petites mains qui travaillent à nous réaliser les produits que vous voyez, les produits de qualité, les belles images qui vous sont données à voir, et adresser donc un merci particulier à monsieur Emmanuel Granier qui met ses plateaux à notre disposition pour vous servir. Je voudrais aussi vous signaler que si vous voulez faire remonter vos impressions, envoyez simplement vos messages à Zouk TV et, bon, j'ai pas le numéro mais ça se trouve facilement probablement, c'était 71 27 27, donc téléphonez, laissez des messages ou écrivez des mails si vous voulez, mais dites à votre télé que vous appréciez le travail qu'elle réalise pour vous. C'est une télé de proximité, elle n'est obligée à rien et voilà, elle vous donne de belles émissions et aussi beaucoup de plages de réflexion, donc sachez en profiter. Donc je vous souhaite une très très belle année. Alors pour commencer cette première émission de l'année, je vous propose donc avec mes invités de rendre un hommage à un grand homme, un homme de cœur, un militant infatigable, un fervent communiste qui nous a appris l'amour citoyen et la générosité sous toutes ses formes. Il vient de nous quitter à l'âge de 91 ans. Il s'agit, vous l'avez compris, de Philibert Duféhal, avec qui nous avons déjà réalisé une émission sur ce plateau même. Et voilà, aujourd'hui j'ai des invités qui vont essayer de l'appréhender de manière, on va dire, dans toute son humanité, dans toutes ses facettes aussi, parce que c'est quelqu'un qui a pu apparaître paradoxal entre sa vie familiale et sa vie de militant, mais c'était quelqu'un de toute façon de très entier et de très droit, et c'est cela qu'on retiendra essentiellement de lui. Alors je lui avais consacré un ouvrage avec qu'on a à partir des petits textes qu'il avait écrits sur certaines périodes de sa vie, et c'est un ouvrage, donc je ne sais pas si on peut voir la diapositive qui montre la couverture de l'ouvrage, voilà, Philibert Duféhal, militant communiste et syndicaliste martiniquais. Donc, le livre est constitué de deux grandes parties. Une partie qui fait un peu histoire de vie, où Philibert se raconte, où on voit sa vie de petit garçon qui arrive donc à l'âge d'homme, de militant, qui vit tout ce que la Martinique vit à cette époque-là, parce qu'il est né en 25, vie de tragique, et qui s'engage, qui a une vie, mais passionnément militante et syndicale au service de son peuple. Alors, Philibert était un ouvrier, c'est donc une figure de la Martinique de l'époque très importante, puisque l'essentiel de la société était constitué d'ouvriers, donc c'était, si vous voulez, la majorité de l'État, la condition première des membres de notre société. À côté de ça, c'est un autodidacte, on aura le temps de le voir, et j'ai augmenté donc l'ouvrage de témoignages de personnages tout aussi fascinants qui mériteraient autant que Philibert une histoire de vie, mais il faut du temps, de l'investissement
un budget que nous n'avons pas. Nous faisons ce que nous pouvons comme nous le pouvons. Donc cet ouvrage est augmenté des apports d'André Constant, de René Barclay et de Annick-Claire Sylvestre, qui nous livrent de très bonnes, de très belles, de très profondes réflexions sur toute la période, sur ce qui se faisait dans le Parti communiste, dans le mouvement syndicaliste, mais surtout sur la vision qui était la leur de la société. N'oubliez pas que ce sont les premiers constructeurs, bâtisseurs de la société martiniquaise, ceux qui, au sortir de l'esclavage, n'avaient aucune perspective d'une société complètement incivique et qui ont apporté de l'humanité dans cette société qui était sortie, née dans l'esclavagisme et qui sortait donc à peine de ces oripeaux d'esclavagisme et qui a été construite petit à petit par ces militants communistes, ces gens qui se sont battus pour que aujourd'hui les acquis sociaux dont vous bénéficiez vous soient accordés. Et il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes devenus peut-être de bons consommateurs et nous avons tendance à balayer le sens des choses, à perdre le sens des symboles, à oublier que des gens avant nous se sont battus pour nous et que nous aussi, nous devons nous battre pour les générations futures. C'est cela la chaîne de transmission que nous dont nous devons avoir conscience en tant qu'être humain, parce qu'aucune société ne se transmet si elle n'a pas été transmise. Donc d'autres sociétés viendront, prendront la place de la nôtre et s'installeront à notre place si nous ne développons pas le sens des responsabilités qu'avaient nos aînés qui nous ont transmis, donc avec tous les défauts qu'on peut leur reprocher de nous avoir transmis, cette société qui est humaine, qui est viable, qui continue malheureusement à être démantelée par l'évolution de la société de consommation, mais que nous essayons de préserver tant que faire se peut. Voilà, c'était ça l'introduction que je voulais vous faire à cette première émission de l'année. Et je vais donc vous présenter mes invités ou les laisser se présenter pour que justement les diverses facettes de l'héritage du FEAL vous apparaissent. Donc il y a un livre, il y a des émissions qui se transmettent en ce moment en radio sur la radio RLDM qui avait retransmis deux grandes séries d'émissions sur lui. Donc il y a des sources, si vous avez envie aujourd'hui de vous informer du personnage et des luttes à côté de lui, parce qu'il n'était pas seul, bien sûr, donc de découvrir aussi tous les personnages centraux de cette époque de lutte et de militantisme. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de vous présenter 4 invités. J'ai le grand plaisir de vous représenter Monsieur Armand Nicolas, qui a déjà participé à plusieurs émissions sur ce plateau même, qui est un ami, un partisan un communiste convaincu et qui a aussi produit une œuvre considérable donc sur l'histoire de notre pays et sur de grands épisodes tragiques de l'histoire comme André Aliker, comme aussi la révolution anti-esclavagiste du 22 mai, etc. Donc il y a aussi beaucoup de choses à lire si vous voulez répondre à cette quête dont je vous ai parlé, la quête de vous-même, la quête de votre histoire. Vous devez être des militants de cette cause-là. J'ai aussi le grand plaisir de vous présenter Digna, sa fille, l'une des filles de Philibert, qui sera probablement la mieux placée pour nous parler de sa sensibilité de père. Monsieur Robert Caillol, pardon, désolé, qui est militant syndical de la CGTM-FSM. Secrétaire général, pardon. Voilà, secrétaire général de la CGTM. CGTM-FSM. Et puis, monsieur Christian Elénéda, d'accord, qui est aussi militant à la CFSM.
Voilà, donc deux militants syndicalistes. Vous savez que M. Philibert Dufayel était donc, lui, il avait quelle responsabilité? Il était président d'honneur. Président d'honneur de la CGTM FSL. Voilà. Il était anciennement secrétaire général de Tout à fait. Il était anciennement secrétaire général du syndicat. Voilà, vous savez tout. Alors, c'était un petit peu difficile de réunir les gens qui allaient parler de lui. Parce qu'il y avait beaucoup d'indisponibilité. Donc voilà, nous avons construit un plateau dont je suis sûre de la qualité, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour se connaître. Voilà, il faut que vous le sachiez, on n'a rien à vous cacher. Il n'y a pas de honte à dire que voilà, on s'est retrouvés un peu à la dernière minute. Maintenant, voilà, je vais vous demander de vous présenter. Armand, si tu veux bien commencer. Digna et puis M. Kayal, te présenter un peu aux électeurs. Alors il y a une caméra, ou des caméras qui se baladent par là, à droite et à gauche. Si vous voulez regarder nos téléspectateurs dans les yeux, vous fixez la caméra, d'accord? Bon, je ne vais pas tellement me présenter, je préfère que l'on parle de Philibert. Parce que parler de lui, c'est en quelque sorte lire une page énorme de l'histoire de la Martinique. Et cette page-là, il faut que les Martiniquais l'intègrent dans leur conscience si on veut que ce pays aille plus loin. Alors on dira, je dis trois choses. J'ai été professeur d'histoire et de géographie, donc à la retraite évidemment, et en même temps, j'ai été un homme public, disons, très actif, et depuis ma jeunesse, la tendre jeunesse, je milite toujours pour la même cause. Je suis devenu communiste en 1947 et je le suis encore en 2016. J'ai consacré une bonne partie de ma vie à la vie politique, à l'action politique, puisque je suis devenu secrétaire général du Parti communiste martiniquais et je le suis resté pendant une trentaine d'années. J'ai donc vécu à côté de Philibert, parce que lui aussi, il a vécu cette période-là avec moi. Je me suis fixé de mettre à la surface l'histoire de la Martinique. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'histoire, qui croit ne pas en avoir, n'est pas un peuple. Un peuple ne peut pas vivre sans histoire. Il y a des gens qui pensent que bon, le passé, c'est fini, il faut mettre ça de côté, ça n'a pas d'intérêt. Hélas, hélas. Tout ce qui se fait aujourd'hui, nous ne pouvons pas le comprendre. Et nous n'avons pas en tiré les leçons, nous ne devons pas dresser les objectifs du futur sans tenir compte de ce passé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment ne peut-on pas envisager l'avenir de la Martinique en oubliant 2 siècles d'esclavage? En final. Bon, alors je suis donc un historien et très attentif à ce qui se passe dans le pays. J'ai écrit plusieurs ouvrages, comme l'a dit Madame Juliette, et notamment ce que je considère comme l'œuvre principale de ma vie, l'histoire de la Martinique, de ses origines jusqu'à 1971. En 3 volumes. En 3 volumes. Donc, me voilà, et avec l'âge, j'ai évidemment dû quitter un certain nombre de responsabilités, mais j'ai gardé
le cœur et l'esprit comme ils étaient, lorsque j'avais 20 ans. C'est bien, c'est très important. Voilà, alors voilà ma présentation et Philibert se situe là-dedans. D'accord. Dans cette vie-là. Tu auras l'occasion de nous en parler. Dinia? Alors, Dinia Bobby, effectivement, une demoiselle du Féal. Nous sommes 7 dans la famille, donc fille du Féal Philibert. Voilà. Pour le moment, c'est ce que je veux dire. D'accord. Dans la fratrie, à quel rang vous situez-vous? Je suis 4e. 4e, d'accord. Monsieur Caillol, c'est vous? Oui, je suis Robert Caillol, je suis l'actuel secrétaire général de la CGTN-FSM. Et quand je dis actuel, bon, c'est peut-être la relève, c'est peut-être la nouvelle génération, mais en tout cas, je suis un peu un élève de mon éminent professeur, Philibert Dufayel, que j'ai connu pratiquement à la même époque que j'ai connu Victor Lamont. Donc j'avais 18 ans, je me souviens très bien. C'était maître. C'était mes maîtres. Et je les ai connus, ces deux personnes, à la même époque, puisque c'était un petit peu, si on peut dire, la peau et la chemise. C'était Philibert Dufayel, c'était un fidèle compagnon de Victor Lamont. Et ils étaient tous deux partout et ensemble. Donc c'est comme ça que j'ai connu Philibert Dufayel. Et puis, bon, dans l'activité syndicale, au niveau de la CGTN-FSM, Philibert Dufayel a été secrétaire général de 1982 à 1990. Mais ça, c'était le devant de la scène. Le devant de la scène. Mais Philibert Dufayel a mené l'activité, l'action syndicale depuis son adhésion au parti, n'est-ce pas? Il avait 19 ans, me semble-t-il. Oui. Il avait 19 ans. Donc, ce sont des choses... Mais il a commencé à 16 ans? Il a commencé à militer à 16 ans, non? Il disait que dès 9 ans, il s'était Dès déjà... 9 ans, il a assisté à l'enterrement d'André. Ça, c'est... officiellement? On va pas on va développer, mais oui, ce que je connais de Philibert Dufayel, c'est ce que, dans les échanges, parce que Philibert Dufayel, bon, j'ai appris qu'il n'était pas un grand bavard, certes, il n'était pas un grand parleur, mais Philibert Dufayel disait tout, mais en très peu de temps. Exactement. Et je sais, et hier encore, au moment de son enterrement, oui. J'ai eu l'occasion, j'ai eu peut-être la chance de pouvoir le dire, mais Philibert Dufayel, personnellement, me rappelait que sa première action militante, il avait 9 ans, et c'était pour aller à l'enterrement d'André Aliquer. Tout à fait. Un certain 11 janvier. Oui. Il le raconte aussi. Et comme par hasard, hier, nous l'avons écouté, 11 janvier 2016, nous l'avons conduit à sa dernière demeure. Tout à fait. Donc, il a fait un cycle complet. Ça a été le choc initial. Le choc initial. Et donc, quand je dis que Philibert Dufayel, il a bien accompli sa vie, il a bien comblé le cercle de la vie, puisqu'il a commencé à militer sous l'influence peut-être polaire d'André Aliquer, et il a terminé par le jour de son anniversaire, c'est de sa mort. Donc je crois que Philibert Dufayel, il a accompli une mission, je dis bien une mission, auquel je suis prêt à témoigner et que je garderai en mémoire. Parce que peut-être encore aujourd'hui, ça me donnera davantage de force et de conviction pour continuer la lutte
sur la route, la voie qu'il a tracée. Voilà. Est-ce que vous pourrez, pour les téléspectateurs, rappeler ce que signifie le sigle CGTM-FSM? Alors, c'est Confédération Générale du Travail de Martinique, et le FSM, c'est la Fédération Syndicale Mondiale auquel nous sommes affiliés. D'accord. Parce qu'il existe une CGTM tout court. Il existe une CGTM tout court. Voilà. Et alors, ça, c'est une scission. La FSM relève d'une scission. Oui. Voilà. Alors, moi, je dirais, je suis... Philibert Dufayal, il a été un ami, un ami, un père, un grand maître. Et je prenais plaisir à échanger avec lui, je prenais plaisir à l'écouter. En tout cas, Philibert Dufayal, on trouvait en lui une certaine morosité. Bon. J'ai eu l'occasion de flasher, de surprendre un flash, un sourire flash. Ce sont des sourires flash. Mais en tout cas, personnellement, j'ai eu l'occasion, peut-être la chance de voir Philibert Dufayal pleurer. J'ai eu l'occasion de le voir angoissé. Et surtout, il m'a dit personnellement qu'il a eu 2 défaites dans sa vie. 2 défaites qui l'ont secoué. Alors, certes, il a eu, premièrement, c'était, me disait-il, lors de ce qu'il a appelé à son jargon une trahison du Parti communiste, dans le Parti communiste. Oui, et une deuxième, c'était... Donc c'était dans les années 50. Voilà, les années 50. Je parle de l'homme, quand il me racontait un petit peu ces petits moments de mélancolie. La première, c'était... certes, ce qu'il a appelé dans son jargon la trahison. Bon. Et puis, la deuxième, c'est la scission de l'organisation syndicale en 90. Alors, concernant la CGT et la CGTM, il faut comprendre que Philibert Dufayal, il a été secrétaire général sur à peu près 2 mandatures. De 82 à 90. Mais Philibert Dufayal aussi, lors du congrès en 90, n'était pas présent parce que il était souffrant. Il était souffrant parce que Philibert Dufayal a compris un petit peu une certaine défaillance de santé en 1990. Et à l'époque, peut-être quelques mois avant le congrès de 90, c'était son secrétaire général adjoint, Camille Jaccaria, qui assurait l'intérim. Donc ça voudrait dire que le congrès de 90 était déjà amorcé, c'est-à-dire la scission même du syndicat était déjà amorcée pendant l'absence de Philibert Dufayal à cause de sa maladie. Bon, pour des raisons que nous connaissons. Mais en tout cas, Philibert n'a pas manqué de dire notamment que c'était le patronat et le capitalisme qui avaient frappé. Qui avaient frappé pour la bonne raison, parce qu'ils ont voulu casser l'outil des travailleurs laissé par la lutte ouvrière, notamment les communistes. Voilà. Donc c'était une défaite pour lui avec une grande amertume. Et puis il a eu un moment de tristesse dans sa vie, c'est la disparition de Victor Lamont qui l'avait énormément touché. Oui, tout à fait. Voilà. Monsieur Inéléda. Voilà, c'est le seul héritage que j'ai. Vous comprenez pourquoi j'y tiens. Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, moi je connais... D'abord j'ai connu Victor Lamont, un jour de 1976. Évidemment, quand on côtoie Victor Lamont, pour des problèmes syndicaux, nécessairement, on connaît Philibert Dufayal, parce que c'était pour les chemises. Pour les chemises, c'est tout à fait. Donc c'était un jour de 1976, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et je suis un peu comme Victor Lamont et Philibert Dufayal, je n'ai jamais trahi, je suis toujours resté dans mon syndicat. Bien. Philibert Dufayal, en ce temps-là, on a créé la CGTM-FSM, et bien je suis resté à la CGTM-FSM, avec ceux qui m'ont donné la structure syndicale. Donc,
Philibert Duféal, je crois que c'était un monsieur. Aujourd'hui, je dis un monsieur, mais généralement, c'est un camarade. Honnête et sincère, qui a toujours combattu pour le bien-être des Martiniquais et plus spécialement des travailleurs martiniquais. Dans le plan syndical, sur le plan syndical, c'est pour les travailleurs martiniquais. Bien entendu, sur la partie politique, c'était un communiste qui ne le cachait pas et qui n'a jamais trahi. Et là, je dis que pour l'ensemble des Martiniquais. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, aussi bien, je ne peux pas parler du Duféal si je ne parle pas de Victor Lamont. C'est un ensemble pour moi. C'est ça ma structure. Ces deux hommes-là ont accepté, depuis 1976, que je milite au syndicat, tout en sachant que je n'étais pas communiste. Contrairement à ce qu'on a dit, on a redit à la Martinique que la CGT et puis la CGT-FSM était l'antichambre du communisme, etc. Tout le monde savait que je n'étais pas communiste, mais alors loin du tout, j'étais gaulliste. Et on m'a toujours accepté. Je crois, hein, sauf erreur de ma part, on m'a toujours fait confiance. Et j'ai toujours fait confiance à ces deux hommes-là. Et il y a deux hommes qui m'ont donné l'occasion de témoigner d'une certaine douceur chez moi. C'est Victor Lamont et mon père. À ces deux hommes-là, j'ai eu l'occasion de passer ma main sur leur front, sur leur lit quand ils étaient malades. Duféal, je n'ai pas eu l'occasion, mais ça aurait été exactement la même chose. Et quoi que je crois que Duféal avait beaucoup d'amitié pour moi, et je crois qu'il sait que j'avais beaucoup d'amour pour lui. Alors c'est pour ça, monsieur le camarade, tu as dit que à moi Nicolas, tu as dit que tu n'avais pas 20 ans. Moi j'ai 20 ans, parce que j'aime. J'aime mon prochain, j'aime le militantisme, donc j'ai toujours 20 ans. D'accord. Bon, ben voilà, chers amis, vous avez écouté nos invités on va essayer d'entrer un peu dans le vif du sujet, mais poser le cadre était important. C'est qui a fait quoi? Oui, Armand? Je voulais dire un petit peu en préface. Remercier Juliette. Pas seulement pour l'émission que nous avons aujourd'hui, mais elle a donné à Philibert une dimension. Et elle a fait de Philibert une sorte de phénomène historique martiniquais. Une figure. Nous avons l'habitude, et ça continue encore un peu aujourd'hui, de retenir dans l'histoire de notre peuple, de notre pays, des personnalités qui ont marqué d'une certaine manière leur temps. Et il se fait que la plupart du temps, ces personnalités, ce sont des gens d'une certaine couche sociale. Des gens, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des professeurs, bref, cette catégorie, disons, l'intellectuel, les couches moyennes martiniquaises, que l'on a retenu parce qu'ils ont fait certaines choses. Elle a fait quelque chose qui sans doute a choqué pas mal de Martiniquais. Elle a dit, oui, il y a tous ces gens-là, mais il y a Philibert Duféal. Et Philibert Duféal, c'est un fils d'ouvrier qui a été ouvrier lui-même, il ne faut pas l'oublier. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de livres qui ont été écrits sur les ouvriers, sur un ouvrier. L'accession du père Bissol au Conseil général, lui l'ouvrier ébéniste, a été une première révolution. Ça ne s'était jamais vu dans la vie politique martiniquaise. Un ouvrier parvenu
à la gestion des affaires publiques du pays. Et tu as eu en plus, en mettant en valeur la figure de Philibert Duféal, de montrer que la classe ouvrière martiniquaise a donné naissance à des hommes qui ont marqué l'histoire du pays. Philibert était un homme très discret, très modeste, ne faisant pas de grands mouvements, n'essayant pas de se mettre en valeur. Mais nous savons ce qu'il a fait. Et en sachant cela, c'est un petit peu notre travail, notre mission de dire ce qu'il a fait, qu'il a marqué l'histoire de son pays. Il l'a marqué d'une empreinte particulière. C'est une empreinte faite par un ouvrier, fils d'ouvrier, qui lui avait une idée. Il était communiste et il voulait donc que la classe ouvrière devienne en quelque sorte la classe dirigeante de son pays et que la classe ouvrière soit le guide de la société. C'était son idée révolutionnaire. Et Philibert, il avait ceci de particulier, que cette idée-là était chez lui quelque chose de fondamental. Fondamental. Et son idée, c'était que le Parti communiste martiniquais ait dans son sein le maximum d'ouvriers, les meilleurs ouvriers, et que ce soit ces meilleurs ouvriers qui deviennent, avec le temps, les dirigeants de la classe ouvrière et par conséquent qui devaient jouer dans la société un rôle fondamental. Il le pensait pour lui-même. Il n'avait pas fait des études d'extraordinaire, mais il voulait s'éduquer lui-même. C'était un autodidacte. Apprendre, pas seulement par lui-même, hein, parce que Philibert lisait évidemment, et beaucoup de choses, mais Philibert a suivi des véritables universités politiques. Des séminaires. Pas plus. En Martinique, en France, en Union soviétique à l'époque. Et il avait une culture politique et il disait qu'il fallait que les ouvriers aient ça. Parce que si les ouvriers n'avaient pas cette culture politique, ils auraient toujours été embobinés par les autres, la bourgeoisie, l'aristocratie dirigeante, etc. Et il voulait, et ça, il était très attentif à ça. Il fallait que le comité central du parti, qui était un parti qui se disait parti de la classe ouvrière, contienne le nombre le plus élevé possible d'ouvriers capables. Parce que ce sont des ouvriers qui doivent. Il avait confiance dans sa classe. Et il pensait que c'était vraiment fondamental. Et ça attirait notre attention là-dessus parce qu'il y avait pas mal de petits bourgeois dont j'étais, hein, qui étaient dans le parti. Mais on a parfois certains qui prennent ça pour une sorte de sectarisme, d'ouvriérisme, enfin comme on disait. Mais c'était une idée très forte. L'idée qu'un parti ouvrier devait être dirigé par des ouvriers. Par des ouvriers, mais il avait des convictions. Il avait des convictions profondes. Et c'est ça. Et c'était chez lui, hein, c'était. Oui, alors c'était en pleine peau, hein, chez lui. Oui, oui. Mais dans l'entretien parce qu'en dehors de son histoire de vie, je me livre aussi à un entretien très très serré et très sévère, j'allais dire, avec lui. Et je le pousse dans ses derniers retranchements pour qu'elle explique justement sa vision de la société, ses paradoxes, parce que j'ai relevé aussi des paradoxes dans ses choix.
mais il a assumé la discussion jusqu'au bout et s'est retranscrit de manière à ce que on voit son humanité et aussi sa démarche, la démarche intellectuelle qui sous-tendait ses prises de position. Il en avait, il était construit et il était construit pour effectivement que le mouvement ouvrier soit dirigé par des ouvriers, sauf lorsqu'il a fallu voter les 40%, où là, il a complètement été, il a desservi sa classe de manière inattendue, et le jour où je lui ai posé la question, il a été stupéfait. Parce qu'il n'était pas allé sonder cette posture qu'ils avaient eu de soutenir la lutte des fonctionnaires pour obtenir les 40% et pas pour les ouvriers. Donc les ouvriers de Martinique n'ont jamais bénéficié des 40%, alors que ce sont les ouvriers qui se sont mis en grève pour soutenir la classe moyenne qui la demandait. C'était un paradoxe chez lui, mais il l'a assumé, il l'explique. Et dans l'entretien que j'ai avec lui, on relève de ce type de comportement qui montre que, voilà, on se forme, on a des projets, on a des ambitions, des convictions, mais on est un homme avant tout. Et on peut être rattrapé parfois, être rattrapé par ses propres limites, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on les voit et qu'on les dépasse, comme M. Armand Nicolas le disait, qu'on les dépasse. Je reviens à mon point de départ, je ne vais pas plus loin. Je pense que c'est le mérite que tu as eu de faire cet ouvrage unique de la littérature martiniquaise, un ouvrage dont le héros est un ouvrier. Je crois que c'est un des éléments mais je veux pas en faire importants. Non. Toi, tu vois ça de l'extérieur, mais pour moi, ça représente toute la vie de Philibert. Et il faut que les Martiniquais comprennent ça, qu'il y a dans ce pays des travailleurs, qu'il y a des travailleurs manuels, qu'il y a des ouvriers, et que ces gens-là, ils ont leur place dans la société. Ils ont aussi un projet. Et nous devons faire tout ce qu'il faut pour que cette classe évolue et qu'elle assume ses responsabilités. Alors c'est ça que je voulais dire. D'accord, donc je vais continuer si tu peux. Alors moi je n'avais pas mis l'accent sur le fait que ce soit un ouvrier. C'est vrai qu'il y a un chapitre qui est consacré au fait que le chapitre 2, c'est un autodidacte. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était le militant syndical et communiste dans son action, entouré, encadré très souvent par des intellectuels, des personnes qui effectivement n'étaient pas de sa classe sociale, mais il n'en a pas fait je ne sais pas moi, comment on va dire ça. Oui, il a travaillé avec tous ces gens-là, mais en sachant tellement bien qui il était, qu'il n'a jamais été dans le mimétisme des plus favorisés. Il a tout à fait su qui il était, et c'est bien de définir le personnage de cette façon-là. C'est quelqu'un de fort dans sa tête, quelqu'un qui savait qui il était, quelqu'un qui savait qu'il n'appartenait pas, parce que nous avons beaucoup dans notre population des stratégies de chevauchement de classe. Et Philibert n'a jamais eu ces stratégies d'aller ou de jouer à l'intellectuel ou à ce qui n'était pas. Il jouait à celui qui s'instruisait en sachant qu'il était un ouvrier qui voulait s'investir de savoir pour aider les autres ouvriers à monter. Donc je n'ai pas mis l'accent sur le fait que c'était un ouvrier, mais c'est bien qu'on sache qu'une société ne se construit pas avec son élite uniquement. Et moi, en tant que sociologue, c'est plutôt cela qui m'animait. Donc quand j'ai parlé de communistes, j'ai choisi quelqu'un du parti parce que ce sont les premiers bâtisseurs de la société martiniquaise. Qu'on le veuille ou non, ça c'est une réalité qu'on ne pourra jamais contourner. Ce sont les premiers bâtisseurs après l'esclavage. Ce sont eux qui nous ont apporté un modèle de société. On a beau le critiquer, mais on ne critique pas, on ne construit pas à partir de rien. Voilà donc ceux qui ont posé les premières pierres, les fondations, et c'est à nous justement d'améliorer ce qui a été proposé, mais il y a eu des bâtisseurs. Et c'est à partir de cela que j'ai travaillé. Et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de bien considérer qu'une société, elle peut mettre en valeur ses intellectuels, elle peut leur donner toute la place, mais c'est injuste.
Parce qu'une société ne se construit pas qu'avec son élite. Très souvent, l'élite ne peut, pour construire son projet, s'appuyer que sur ceux, justement, qui sont les travailleurs manuels et le reste. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont dans cette position de travailleurs manuels, qui n'ont pas une tête pour penser, qui n'ont pas de projet. Et c'est bien cela que j'ai essayé de mettre en valeur dans la trajectoire de vie de Philibert, qui avait une vision, qui avait fait des choix politiques et syndicaux et qui avait des luttes qui ont abouti justement à l'obtention de tous les acquis sociaux dont bénéficient les Martiniquais aujourd'hui, de quelque classe sociale qu'ils soient, qu'ils appartiennent ou qu'ils relèvent. Voilà, donc ceci posé, je voulais vous dire, vous avez beaucoup parlé de M. Lamont, qui a été un personnage central aussi dans la vie de Philibert, mais je sais que son père a joué un rôle très fondamental, très fort dans sa vie. Et je voulais le souligner, je l'ai souligné dans l'ouvrage, pour dire que son père a exercé sur lui une véritable fascination. Et pour l'époque que c'est, et ce qu'on dit du père martiniquais qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne marque pas sa progéniture, j'ai eu envie de signaler que voilà, Philibert est né au début du siècle, qu'il a eu un papa qui a été tellement présent, tellement fort, et qu'il a construit tellement qu'il a voulu le devenir, il a voulu presque devenir son père. Et donc j'avais cité un texte de Freud qui parlait de l'identification, parce que Philibert s'est totalement identifié à son père à un moment donné, dont le militantisme était absolu, et donc ça a été son premier modèle, c'était son père. Et donc l'identification, comme nous le dit Freud, est la forme la plus précoce et la plus originaire du lien affectif, et ce lien a existé entre Philibert et son père, qui a su donc recevoir cette forte imprégnation que son père, de par le type d'éducation qu'il lui a donné, donc dont il l'a imprégné. Voilà. J'ai signalé aussi ces différents combats, et quelques citations nous traduisent un peu sa manière de voir les choses. Et je signalais aussi que, bien sûr, ses propos n'engagent que lui, mais il était intéressant de relever ses propos, puisqu'il s'agissait aussi de faire voir le personnage dans toutes ses dimensions. Alors, je vous lis 2 ou 3 extraits. Tout ce que nous avons réalisé pour améliorer le cadre de vie de notre pays nous était dicté à la base par notre conscience de classe, de militants communistes pour le changement. Donc, ce nous-là, il est important parce que Philibert a rarement dit « je ». Il a toujours parlé de nous, donc de son parti et de tous ses congénères qui, de l'époque, ont milité avec lui. Il dit aussi, probablement au moment où il y a la scission de la CGT, « Honte à ceux qui ont oublié ce que nous représentions comme force et prestige chez nous et dans le monde. Ils ont, pour des intérêts égoïstes, divisé notre CGT Martinique et de ce fait renforcé l'ennemi de classe. Ils ont oublié Carbet Basse-Pointe, la Chassagne, les grandes grèves de la Canne en 1956, les tueries du Lamentin, de Chalvet. Ils ont négligé un aspect politique, le vote d'un statut nouveau pour la Martinique, l'autonomie démocratique et populaire. Lorsque je considère après coup le poids dont pesait dans la société martiniquaise le Parti communiste et le syndicat CGT, que les communistes ont créé en octobre 1936, j'éprouve un sentiment d'amertume face à l'ingratitude de notre société. Et c'est ce que vous disiez, M. Caillol, il a 2 grandes blessures et celle-là en est une. Il dit encore, en face de notre dévouement, nous avons trouvé l'égoïsme, l'individualisme, le corporatisme. Il aurait fallu barrer très tôt la route aux promoteurs de ces doctrines qui agissent contre la solidarisation de la collectivité, pour les empêcher de rallier à eux l'ensemble du pays. Mais il semble qu'il soit déjà trop tard. Peut-être que ça a dicté aussi un certain recul, retrait de sa part. Voilà, donc il y a le travail de désaliénation, et puis il y a des expressions favorites qu'il utilisait, c'était « cessons d'être le jouet sombre au carnaval des autres », donc vous le lirez souvent dans son entretien. Et puis,
son idéal, ben justement, ce que M. Armand Nicolas soulignait si bien, il avait un idéal et il le traquait pas à pas, aller vers le bonheur de l'homme et lui procurer la première place. Bras de fer contre le système. Ça, c'était des expressions qu'il utilisait parce que son projet, c'était celui-là, de manière assez inattendue pour des gens qui refusent de penser qu'un ouvrier puisse avoir le projet de rendre beau et heureuse sa société, belle et heureuse sa société. Donc il avait ce projet tout le temps, ces mots reviennent dans son discours, rendre le bonheur, le rendre, comment est-ce qu'il le disait, aller vers le bonheur de l'homme et lui procurer la première place. Voilà, ça c'est donc une image de Philibert, du Féal, que vous pourrez compléter en écoutant, en regardant, en vous informant. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur de ce qui a déjà été dit, qui a tracé les grands traits, mais on va d'abord écouter Digna, qui peut-être nous en dira un petit peu davantage sur le type de père qu'il était, parce que je sais qu'il était très très soucieux de ses enfants. Il s'est fait beaucoup de soucis. D'ailleurs, je crois que votre frère a eu beaucoup de mal à son décès, qu'il n'est pas venu, il n'a pas assisté à l'enterrement. Il est venu, oui, il est venu à la veillée. Il est venu à la veillée, mais il n'a pas supporté. Non, il est reparti. Effectivement. Parce qu'il avait un rapport très fusionnel avec son papa, comme Philibert l'avait eu avec son propre père. Parce qu'à la mort de son père, Philibert a pensé que le monde s'arrêtait. Donc son fils a été dans la même... Et je sais qu'il avait donc ce rapport très très affectif avec ses enfants. Puis il espérait surtout qu'on prenne le relais. Voilà. Que son fils prenne le relais, que ses fils, puisqu'il y a quand même, nous sommes 7 dans la famille, il y a 5 filles et 2 garçons. Et à un moment, il a voulu que moi aussi, puisque son fils n'était moins intéressé, plus jeune aussi, puisque je suis dans cette partie-là un peu plus âgée. Voilà, je suis parmi les aînés. Et il espérait que je puisse l'aider aussi, que je prenne le relais. Il y a des moments où je l'aidais aussi dans ses discours, même plus jeune, vers l'âge de 15. À écrire ses discours, voilà. Oui, il l'a souligné beaucoup. Exactement. À écrire ses discours, à répéter et tout. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais moins intéressée. Mon père, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup protégés. Il n'a pas trop parlé de sa vie familiale à l'extérieur. Il nous a beaucoup protégés. Il nous interpellait aussi sur la façon d'être et de faire attention aussi, parce qu'il savait ce qu'il était, les combats qu'il avait menés, qu'il devait mener et qui pouvait... Il a beaucoup risqué sa vie. Voilà. Et comme il risquait beaucoup sa vie, il fallait que nous aussi, nous fassions attention. Nous étions peut-être un peu légers à cette époque, hein, parce que bon, jeunes, on n'imaginait pas, compte, non, oui, non, on ne se rend pas compte et tout, et c'est après qu'on a commencé à comprendre ça. Oui. Mais très tôt aussi, quand il s'est marié à ma mère, il a dit tout de suite qu'il a 2 femmes, elle et le syndicat. Donc les choses, le tableau a été posé dès le départ. Voilà, dès le départ. C'est quelqu'un de discret que je n'ai jamais vu. Vous savez, aujourd'hui, cette année, j'ai 45 ans. Et en 45 ans, je n'ai jamais vu mon père se fâcher. S'énerver, hausser le ton, même m'injurier. Non. Ça, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et c'est ce chemin... Mais il avait une éducation extraordinaire. Pour sortir des préjugés, il avait une éducation extraordinaire. C'était un gentleman dans sa manière d'être. Oui, tout à fait. Oui. Respectueux des personnes. Tout à fait. Et vraiment confiant en l'homme. Il mettait vraiment l'homme au centre, voilà, au cœur et au centre du débat. C'était vraiment ça. On avait quelquefois des oppositions sur ça, parce que bon, je lui disais, oui, voilà, il y a une réalité, mais il avait confiance jusqu'au bout, et jusqu'au bout, il a milité, jusqu'au bout, il a combattu, et jusqu'au bout, il inspirait quand même un changement. Et même à notre niveau, il nous disait de pouvoir, un jour, si nous pouvons prendre la relève, nous pouvons continuer la lutte. Voilà, exactement. Et je pense que j'entends depuis quelques jours, j'entends les témoignages
je découvre une facette de mon père que je ne connaissais pas. Parce que c'est quand même quelqu'un qui était très secret, qui parlait très peu. Et j'ai compris que quelque part, le travail, puisque le travail que je fais aujourd'hui, c'est dans le social, directement ou indirectement, je suis quelque peu ses traces. Et j'ai cette conviction, évidemment, qu'il faut croire. Qu'il faut croire qu'en l'homme, il y a des possibilités, il y a des compétences, quelle que soit la classe, puisqu'il parlait de classe ouvrière, mais quelle que soit la classe, quelle que soit la personne, nous avons tous un talent, des talents en nous, des compétences que nous pouvons et nous devons mettre à la disposition des uns et des autres. Il en a été un exemple parfait. Parfait. Voilà, exactement. Vous disiez, vous avez entendu des témoignages de quelle nature? C'est vrai qu'on a eu à discuter, hein. J'entendais comment il s'était, dès 9 ans, même si j'ai lu aussi, on a eu à retracer des événements quand le livre s'est construit, s'est mis en place, mais non seulement dès 9 ans avec André Aliquer. Il y a aussi, quand il était parti à Moscou, il a vécu des choses assez difficiles en 62. Quand il est retourné, il avait été très atteint physiquement et moralement. Et bon, je suis née en 71, donc je ne connaissais pas tout ça. Au fur et à mesure, on découvre le personnage. J'ai découvert aussi quelqu'un qui est... Enfin, je sais qu'il était charitable, mais au quotidien, comme ça, savoir qu'il prenait de sa poche pour pouvoir acheter des livres pour emmener dans les campagnes et tout, ça aussi. Ça aussi, et cet homme qui a... Il y avait ce souci de pédagogue, enfin d'instruire le peuple. Voilà, comme disait M. Arnaud Nicolas, effectivement, de pouvoir sortir l'homme de certaines conditions et de se dire que ce n'est pas parce qu'on est d'une certaine condition qu'on ne peut pas accéder à la connaissance. Et surtout, il ne supportait pas l'inhumanité dans laquelle on obligeait la classe ouvrière à vivre. Parce que je me rappelle d'un épisode où il dit à un ouvrier dont les enfants dormaient sur des paillasses à même le sol, regardez-vous, est-ce que vous êtes comme un petit enfant de béquet? Non, les béquets dorment sur des lits, vous dormez par terre, alors que c'est vous qui produisez, etc. Il était tout le temps dans ce désir de secouer les gens pour leur dire de ne pas accepter qu'on les fasse vivre comme des animaux, ou bien qu'on les réduise à une condition bestiale. Et c'était important. C'est un souci de mettre l'homme au centre du débat, mais de lui faire prendre conscience que son humanité dépendait aussi de ses luttes à lui. Alors c'est mettre l'homme au centre du débat et puis mettre l'homme, comme il avait l'habitude de dire, debout. Parce que c'était ça. C'était vraiment une expression qu'il avait régulièrement, c'est pouvoir mettre l'homme debout. L'homme doit être fier de ce qu'il est, de ses racines, de son histoire, qu'il doit connaître tous les jours. Et c'est ça. Et jusqu'au bout, il a vous savez, jusqu'au bout, il a encore, il n'y a même pas un mois, quand je lui ai annoncé justement qu'il y avait les élections de la CTM, il a dit nous serons victorieux. Nous étions au premier tour. Jusqu'au bout. Voilà, exactement, nous étions au premier tour. C'est ça. Je peux ajouter une chose, c'est que j'étais presque sûr qu'il n'allait pas mourir avant les élections. Moi aussi, par contre. Il allait fuir les pauvres. Ah oui, Il s'est dit, donc il a dû se dire, nous avons gagné, et donc on pouvait aller dormir en paix. Bon, écoutez, ça, ce sont nos élucubrations. Voilà, monsieur, voilà. Ah bien, monsieur voilà. Je voudrais attirer l'attention sur... Moi, je considère que Lamont, Dufayel, ces grands hommes syndicalistes, je ne parle pas des politiciens. Moi, je ne suis pas politique. Mais les syndicalistes, dans le temps, ont eu cette sagesse pour faire la part des choses, pour comprendre comment fonctionnait la société martiniquaise. Et lorsque, par extraordinaire, les fonctionnaires ont eu les 40%, on a dit brièvement comment ça s'est passé,
où les dockers ont aidé les fonctionnaires, etc. Et que les deux personnes qui pouvaient faire basculer les 40% dans le camp général de la Martinique, c'était Lamon et Duféal. Et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le souci de la justesse des choses. Parce qu'ils savaient très bien que l'économie martiniquaise ne pourrait pas supporter ça pour le privé. Et moi je crois que c'est là leur force et leur sérieux et la qualité de ces hommes-là, parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit? Les castes qui ont justement les 40% brûlent, mettent le feu à la Martinique sans tenir compte de l'intérêt général. Or, ces hommes-là ont tenu compte de l'intérêt général. Ils n'ont pas désavoué leur classe. Ils n'ont pas désavoué leur classe. Ils ont tenu compte, et tout ouvriers qu'ils étaient, ils ont compris le sens de l'économie. Ils ont compris le sens de la réalité, et ça aurait été le chaos s'ils avaient accepté, parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire, s'ils avaient accepté d'aller dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je crois que ces hommes-là ont plus de mérite que pas mal d'intellectuels d'aujourd'hui et d'hier. Oui, mais c'est d'ailleurs le choix d'être dans un parti qui prône l'égalité de tous les hommes, le partage des biens collectivement produits, etc. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on a galvaudé beaucoup l'idée du communisme, etc. Et on a traduit cette idée, que c'est un idéal, et pas forcément une idéologie comme ce dans quoi on l'a transformé, en quoi on l'a transformé, mais il y a au départ cette idée généreuse du partage et du bien-être de tous, pas seulement des classes favorisées. Alors oui, je vais justement dire 2 mots là-dessus parce que il faudrait rappeler aussi que à l'époque, il n'existait pas le syndicat à la Martinique. Il n'existait pas. Et c'est le Parti communiste qui a créé le syndicalisme en Martinique. Alors, à l'époque, on parlait de tout, on parlait de courroie de transmission. Ceux qui ont voulu faire du mal aussi bien au Parti communiste qu'au syndicalisme ont évoqué la courroie de transmission. On faisait allusion à la dictature, comme on critique Cuba, par exemple, comme on attend critiquer la Russie. Mais c'était l'esprit unique de faire du mal. C'est ce que nous appelons l'aliénation. Philibert Duféal a toujours été intègre. Moi, j'ai toujours dit qu'il a toujours été pur. Et nous le disions tout à l'heure parce qu'il a reçu une éducation de son père Auguste Duféal, qui lui était le fondateur du syndicalisme à la Martinique en 1936. Donc, auquel que son père avant lui a été un éminent militant politique et un créateur, un membre fondateur de l'organisation syndicale. Donc il a été, c'est même pas l'éducation. C'est une personnalité, il n'a pas été conseiller municipal. Il a été conseiller municipal, il a œuvré, comment dirais-je, au Conseil des prud'hommes, parce qu'il faut comprendre à l'époque, le Conseil des prud'hommes a été dissous, il a été géré par la cour d'appel et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a tout un processus. Mais son père, lui, il était un petit peu artisan, il a œuvré au prud'homme, son père. Donc son père a été son miroir lui-même. Et quand il regardait son père, il se voyait. Il se voyait. C'est ce qu'il dit. De toute façon, il en parle avec beaucoup de conviction. Donc, sur ça, quand Philibert a été son école, parce qu'il ne faut pas oublier que Philibert, on parle de Victor Lamon, certes, Victor Lamon a eu l'occasion de faire un choix. Ce sont deux personnes que je ne peux pas dissocier. Dans la vie professionnelle, Victor Lamon a eu l'occasion de faire un choix.
entre son travail et l'activité syndicale. Mais il faut aussi rappeler que Philibert Dufayel a eu l'occasion de faire ce choix aussi. Exactement, tout à fait. Parce que Philibert Dufayel travaillait dans le commerce chez Paulin, et dans les années peut-être 60, au début, il a dû faire un choix pour aller faire une formation politique et syndicale. Ce que son employeur n'a pas accepté. Et ce qu'il lui a fallu, il a perdu son travail. C'est ça. Donc, ce sont deux personnes identiques qui ont fait l'itinéraire tracé, aussi bien l'itinéraire de son père, Auguste, mais également l'itinéraire de Victor Lamont. Donc, ce sont deux personnes qui ont œuvré ensemble, mais il faudra aussi dire quelque chose, c'est que Philibert Dufayel, après avoir été licencié relativement de son travail, a été permanent, c'est-à-dire secrétaire permanent au Parti communiste. Tout à fait. Donc ça voudrait dire que c'est lui qui remplaçait un petit peu petit Papaya actuel. Et Philibert Dufayel, il était militant syndicaliste, mais il n'avait pas de responsabilité de secrétaire général. C'était le gaillard, le jeune accompagnateur de Victor Lamont. Et c'est lui qui il avait déjà, je dirais, le pied à l'étrier, dans la mesure où il était, il a été pendant 7 ans, il a été secrétaire de syndicats. Du bâtiment. De syndicats du bâtiment. De syndicats des employés de commerce. Oui. Enfin, il était déjà, après c'est ça, il était accroché à l'activité. Oui, mais j'aurais voulu qu'on parle de tout ça de manière un peu plus structurée, pour finir avec le témoignage de Digna, de sa fille, parce que dans l'ouvrage, j'ai le témoignage de sa femme, le témoignage de 3 de ses enfants. Hein? Et il me semble que Philibert a manifesté une sorte de regret, effectivement, de ne pas, malgré l'importance qu'a occupé le militantisme dans sa vie, de ne pas avoir d'enfant qui ait repris le flambeau comme vous le... Comment expliquez-vous ça? Vous savez, ma mère, ses parents aussi étaient dans le syndicat. Mon grand-père du côté de ma mère était maire de Rivière-Pilote. Par contre, à un moment, mon père, enfin, c'est ce que la boutade veut dire, l'histoire disait que ma mère, quand elle s'est mariée, la sœur de ma mère lui a dit, écoute, si ton père était vivant, tu n'aurais jamais épousé Philibert Dufayel, parce que Philibert Dufayel, à l'époque, était arrivé, il était opposant, justement, au niveau de... Voilà. Exactement. Donc, et en fait, ma mère nous a toujours raconté ce qu'elle a vécu à l'époque où son père militait et était dans la vie politique. Nous, on a vécu aussi, quand mon père était aussi impliqué aussi dans la vie politique. Mon père, on avait donné mon père au peuple. Notre père, à certains moments, il était effectivement avec nous à des moments bien précis et tout, mais il était plus au peuple qu'à ses enfants. Voilà. Et je pense que ça fait que on n'est pas voulu. On avait vécu un certain sacrifice et on n'a pas voulu reproduire ce schéma-là. Donc on a été plus à un moment et fortement dans l'opposition pendant un certain nombre d'années. Au fur et à mesure qu'on comprenait ce qu'ils mettaient en place, on entendait les uns les autres, on a commencé à accepter. Ça a été dur, comme M. Cayol disait, quand il s'est impliqué totalement, il ne travaillait pas, il n'avait pas de revenus, voilà. Il s'était complètement donné au peuple, à la politique, aux syndicats. Et donc c'est tout ça qui faisait qu'on se posait des questions et on a fait des choix. Donc il y avait deux blocs à la maison, il y avait papa d'un côté et maman et les enfants de l'autre, c'est bien ça? C'est cela. Donc il s'est senti isolé, il s'est senti un peu mis à l'écart? Même pas, non, parce que vous savez, et c'est
Au-delà de ça, on a été, et jusqu'à maintenant, nous sommes fiers de notre père, parce que M. Harmonikula l'a dit, il est toujours resté sur certaines positions et sur ses convictions. Donc, même s'il savait que quelque part, il sacrifiait sa famille et que c'était douloureux quelquefois pour nous, mais pour lui, l'objectif, c'était l'homme de façon générale. C'était pas sa famille seulement, c'était le peuple. Delia, votre sœur me racontait que justement, elle était très fière de lui parce qu'il avait des valeurs morales. Il y avait un problème à l'hôtel Méridien et des gens qui ont voulu l'instrumentaliser comme syndicaliste dur et pur. Voilà. Et il leur a demandé comment s'étaient passées les choses et il a découvert que voilà, il y avait des gens qui n'étaient pas très honnêtes et qui étaient responsables un peu du conflit et il a refusé de prendre position. Tout à fait. Et Delia me racontait combien elle trouvait donc cette rigueur morale importante aussi. Et ça vous a construit d'une certaine façon, même si dans la proximité ou dans la promiscuité, vous ne l'aviez pas au quotidien, mais vous l'aviez autrement en tant que modèle. Voilà. Et il estimait que de toute façon, vous savez, quelqu'un ne venait pas comme ça devant chez nous, on ne pouvait pas parler près de la barrière comme ça avec quelqu'un, avec un jeune homme. Il y avait des règles et qu'on devait suivre. Voilà. Et autrement, qu'est-ce que, comme ça, j'ai l'impression que de son vivant, il n'a pas été reconnu comme on l'a vu à sa veillée, parce que ça n'a pas désempli. Il y a eu énormément de monde et en cela les Martiniquais sont assez surprenants. Quand l'ouvrage est sorti aussi, on n'a pas eu l'impression que les gens s'intéressaient à ce travail sur lui pour l'inviter, le faire parler, etc. Et puis c'est à sa mort qu'on a vu ce déferlement de gens. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quel sens tout cela a? Vous savez, vous disiez un moment tout à l'heure que c'est à la mort des personnes qu'on reconnaît l'homme, leurs valeurs. Mon père était quelqu'un de très discret, qui ne parlait pas beaucoup, qui ne montrait pas, qui ne se montrait pas normalement. Donc, ce n'est pas étonnant. Maintenant, il avait quand même des personnes qui restaient, qui étaient toujours... Voilà. Et pour lui, c'était ça l'important. Vous savez, quand on lui avait proposé la Légion d'honneur, il a dit « donnez-le au peuple ». Donc, ça ne m'a pas trop choquée parce que je savais que pour lui, l'important, c'est que le combat qu'il menait, que ça devait être mené jusqu'au bout. Et que les personnes qui devaient être là à mener ce combat-là soient là. C'est tout. Voilà. Même si après, il a eu des regrets, effectivement, comme Kayol dit, par rapport aux scissions, par rapport à... Il s'est senti trahi. Quand, il y a encore quelques années de ça, il regardait le journal télévisé et puis il voyait que quelqu'un de gauche qui passait à droite et inversement et tout. Ça, c'est quelque... Voilà. Ah oui, c'était difficile pour lui. C'était difficile pour lui. Donc, c'est un personnage qui restera dans vos vies. En plus, il a eu une belle vie. Il est parti à 91 ans. Il est parti à 91 ans. Paisiblement. Voilà, exactement. Et puis, il a mené, comme il le voulait, son combat jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et sachant que d'autres vont prendre le relais. Et voilà. Vous avez un petit sentiment de culpabilité que vous ne soyez pas le type de relais qu'il aurait voulu? Non, parce que, en fait, je reste sur le fait que je sois fière de mon père et que mon père ne m'appartient pas seulement, mais il appartient au peuple martiniquais. Voilà. Et puis, en regardant, en écoutant les témoignages et tout, et puis en faisant une rétrospection de sa vie et de ma vie, je me rends compte que, peut-être pas directement dans le cadre de la politique, mais directement dans le cadre du social. Vous êtes dans le social, vous faites aussi, vous contribuez aussi au bien-être de la population. Voilà, parce qu'effectivement, l'objectif dans le travail que je mène, l'objectif c'est de permettre aux uns et aux autres de s'identifier, de voir qu'on a tous en soi des talents, des compétences et qu'on a tous
quel que soit ce que nous sommes, des possibilités d'accéder. Et puis en même temps qu'il savait que la société était structurée en classes et compartimentée, lui, il se battait pour que l'homme soit universel. En fait. Exactement. Il y avait cette dimension... soit identifié dans sa globalité et non identifié dans le cadre de classe. En tant que membre d'une classe qui appartenait à une classe sociale. Voilà. Si vous voulez intervenir, vous le ferez. Maintenant, on va essayer de voir avec vous qui avez été Alors, Armand... Par contre, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est que Armand Koula l'a dit à un moment, mais je veux personnellement vous remercier, Madame Esmeralda, parce que... Non, mais je tiens parce que, vous savez, mon père, pendant un moment, nous parlait effectivement d'écrire ses mémoires. De coucher sur le papier ce qu'il a vécu. Et quand de temps en temps, il me montrait ce qu'il avait écrit, je lui disais, mais bon, c'est un petit peu brouillon, bref. Et puis quand il nous a parlé de vous, et puis de la possibilité, on a senti un enfant émerveillé devant un jouet qu'il attendait depuis des années. Et on a eu l'impression vraiment que c'était une bouffée d'oxygène. Et puis une espérance, une bouffée d'oxygène pour lui. Et vraiment, à cette époque-là, il a vécu de façon extraordinaire. Même si c'était dur, parce que ça l'obligeait à revenir sur des choses, sur des périodes, sur des actions douloureuses. Mais parfois, il me regardait et me disait, ce que tu me dis là, vraiment, j'ai pas pensé à ça comme ça. Voilà. Et puis je suis étonnée. Et on sentait que, oui, mais ça le faisait, ça faisait travailler. Mais c'était intéressant pour lui. Il y a quelqu'un d'autre, je crois que c'est M. Barclay aussi, qui témoigne et qui m'avait dit la même chose. Mais avec M. Barclay, c'était un petit peu, voilà. Et vous le poussiez dans ses retranchements aussi. Ils ont tous été poussés dans leur dernier retranchement. Voilà. C'est pour ça que c'est pas un livre sur un parti. C'est d'abord très humain. Et essayer de cerner ces sentiments qui nous animent quand nous sommes dans une société, parce que je suis sociologue, probablement que ça me préoccupe beaucoup. Quels sont les sentiments qui animent les acteurs sociaux que nous sommes d'une façon ou d'une autre et qui nous font construire pour les autres, avec les autres et penser tout le temps aux autres, plutôt que lui, il a dénoncé beaucoup l'égoïsme. Et nous sommes dans une société coloniale qui est déshumanisée et absolument égoïste, puisque ce sont ceux qui tiennent les richesses, qui veulent les garder et les faire fructifier sans partager. Et ça n'est pas possible puisque les richesses sont faites avec l'ensemble des personnes qui sont au travail. Voilà. Donc, vous pouvez intervenir si vous voulez. Armand, vous avez été secrétaire général du parti et donc vous avez connu Philibert dès le début. Hein? Donc, il est venu demander sa carte de parti, c'est ça? Quand il était... Exactement. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que je suis revenu de mes études au travail en Martinique, 1951, et il était déjà bien engagé. Ah, il était déjà engagé. Ah, c'est M. Sylvestre alors qui lui a donné sa carte. Camille Sylvestre. Camille Sylvestre. Non, il y a eu toute une série de secrétaires fédéraux. Enfin, il a raconté, c'est Camille Sylvestre, oui, d'accord. Bon, enfin, Philibert, il a milité au parti, il est devenu communiste dans la foulée d'une période, si vous voulez, qui a été la fin de la guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la chute de l'amiral Robert. Et à partir de ce moment-là, le parti les communistes, je ne dis pas parti communiste, puisque le parti était interdit, il y a les secours du maréchal Pétain, tout ça. Les communistes, ils sont sortis d'une sorte de souterrain. Et c'est vrai, ils étaient obligés de travailler le souterrain. Mais ils ont porté à ce mouvement une force extraordinaire. Voilà un parti qui, en 1939, avait peut-être 25 adhérents, quelque chose comme ça. Un parti qui était peu nombreux dans l'organisation, mais les 25 travaillaient pour 200, qui va, pour employer un terme moderne, qui va booster
il va impulser, il va pousser, faire sortir littéralement des masses populaires de ce pays un mouvement d'une force telle qu'il impose au pouvoir en place l'application des objectifs qu'il présentait. La départementalisation, elle a été le résultat de la lutte des forces populaires impulsées par les communistes martiniquais. Parce que vous voyez justement dans ce mouvement-là la possibilité de faire avancer les plus pauvres, les plus malheureux. Monsieur Constant a rappelé sans arrêt l'immense misère de la société. Il suffit de voir quelques photos de l'époque pour voir comment c'était vraiment dénuement total, une misère atroce. Et faire sortir les gens de là, c'était leur objectif. Et ils ont réussi, non sans mal, non sans obstacle, ils ont réussi à entraîner la masse du peuple pour faire sauter les obstacles. Les obstacles, ce n'étaient pas seulement les patrons martiniquais, les béquets martiniquais, qui ont tout fait pour qu'il n'y ait pas la départementalisation. Les obstacles se trouvaient au gouvernement aussi. Qui ne voulait pas, et celui-là disait, le ministre socialiste disait, on n'a pas l'argent, la France est minée, etc. Par la guerre, on n'a pas, c'est pas le moment, etc. Les camarades se sont battus là-bas, avec, et puis, quand il a fallu porter le dernier coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une souscription dans toute la Martinique pour payer le voyage de Lamont. Pour que la banque puisse aller là-bas et défendre et appliquer les lois sociales. Alors, parce que, excuse-moi, notre émission approche de la fin, j'aimerais qu'on entende de nos deux... Pour le résumer, la loi de départementalisation qui a été votée indiquait que la loi devait être appliquée l'année suivante. C'est ça. Qu'on devait appliquer les lois sociales 1 an après. Ça a pris 50 ans. Et il a fallu que les Lamont, les Bufféal, etc., continuent à entraîner les masses travailleuses de ce pays pour que les choses il fallait des moteurs. Été imposées par le combat des Martiniquais. Et c'est pas fini. On ne nous a pas fait de cadeau. C'est pas fini puisque les acquis sont grignotés. Monsieur Cayol et monsieur Eneleda, si vous voulez, vous allez. Ça, c'est sur la dimension politique, la dimension syndicale maintenant. Parce que, voilà, la lumière est allumée, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. Oui. Mais dites-nous un peu comment vous êtes entré dans cette lutte avec lui. Donc, ça, c'était dans la période où il y a eu la scission déjà. Oui. Bon, alors, non, Philibert Dufayal, bon. La scission vient après. La scission, c'est en 1990, hein, c'est le congrès de 90. Oui, mais c'est à ce moment-là que se crée la FSM. Oui, tout à fait, c'est-à-dire. J'ai bien compris. C'est tout à fait. Donc, Philibert Dufayal, bon, il a assumé de 82 à 90 la fonction de secrétaire général de la CGTM. Oui. Il était le secrétaire général du commerce également. D'accord. Bon, moi, j'ai côtoyé Philibert Dufayal parce que c'est la relève dans le syndicat du commerce. En tant que secrétaire général de la Confédération, il m'a proposé, en quelque sorte, et je suis jusqu'à présent secrétaire général du syndicat du commerce également. Du commerce, d'accord. Bon, et j'ai été, alors en 1990, il y a une scission, il y a Joachim parti d'un côté, et Philibert Dufayal et Luc Bernard, le secrétaire, de 90 jusqu'à 2004, jusqu'à 2003. 2004. Date 2004, c'est date que je suis, moi, secrétaire général en 2004, de la CGTM FSM. Jusqu'à présent, bon, Philibert Dufayal
a milité, hein, mais il n'a pas fait semblant de militer, il a milité pleinement. Il s'est investi pleinement. En tant que... après 90, il a milité à la CGTM FSM avec Luc Bernabé. Avec moi, il a encore milité, puisque il faut pas oublier... À cette période-là, vous avez eu des acquis, vos luttes ont débouché sur quelques acquis, ou c'était... Alors, moi, c'est vrai, on n'a jamais le temps de parler de ce monument qui est Philibert, hein, c'est toujours ça. Mais je dois rappeler quelque chose qui selon moi, est important. Philibert avait une manière de parler au peuple, hein, de parler aux travailleurs, et de manière très symbolique. Maman est là, mi raison lutte moins. Elle est la main gauche moins, parce que c'est la main tiers moins. Le droit à l'éducation pour tous, le droit à la santé, le droit à l'emploi, le droit au logement et le droit à la retraite. C'est pour ça que je suis. Et à partir de cela, et quand il le disait, alors, le droit au logement, la famille qui a venu après, ainsi de suite. Mais il le faisait avec conviction. Et Philibert du Fayal, il était hérissé quand il s'agissait de l'hypocrisie. Oui, ça c'était de son caractère. Là, il était contre l'hypocrisie. C'était un homme, pour moi, toujours, c'était un engagé, mais toujours disponible. Cette disponibilité-là, dans l'action politique et dans l'action syndicale, fait quelquefois qu'on a des reproches de délaisser un petit peu la famille. Bien sûr. Parce que ce sont des engagements. Bon. J'ai connu Philibert du Fayal dans les différentes luttes, notamment dans le commerce, le Douker et tout ce qui s'ensuit. Il y a de grandes luttes. Mais son principe à lui, qui m'a forgé, hein, qui continue à être... c'est une grève, selon Philibert du Fayal, une grève doit se préparer. Toujours préparer une grève. Et Philibert, avec toute sa sagesse, passait des nuits à faire des assemblées générales. Dans une entreprise, par exemple, où il y a 200 salariés, il convoque l'entreprise, et bien s'il y a 50, il a dit, maman est là. Nous avons reporté réunion. C'était sa manière de faire. Voilà. On va laisser un petit mot à M. Eneleda. Je suis désolée de vous bousculer un peu, M. Eneleda. Je ne dirais pas grand-chose, madame et messieurs, dames. Je dis que si personnellement je n'avais pas connu l'âme du Fayal, je ne serais certainement pas l'homme que je suis aujourd'hui. D'accord. C'est tout. Merci. Et il mérite d'avoir un livre, d'avoir 2 livres. Il mérite que les intellectuels comme M. Armand Nicolas et d'autres s'intéressent à tous les Martiniquais qui ont fait de bonnes choses pour la Martinique. Voilà. Merci Paul. Moi, je peux rajouter juste un petit mot. Attendez, je demande, est-ce qu'on peut passer les photos justement du dernier hommage qu'on lui a rendu avec Armand, il y a André Constant, Barclay, M. Lamont, tout ça, c'était à l'Atrium lorsqu'on a présenté son livre. Tout à fait. Elles sont un peu sombres, mais on voit Anthony Toussaint, M. Jocelyn Lamont, M. défunt Cabgras était là aussi. Oui, Monsieur Cailleul, vous voulez nous dire ce que vous voulez? Je vais devoir conclure. Oui, c'est justement tout ça. Ça, c'est le militant qui parle. Ça, c'est André Constant. Ça me permet, le décès de Philibert du Fayal m'a permis aussi de comprendre et de connaître un certain nombre de choses que je ne connaissais pas. Mais son vécu ne peut que m'encourager à encourager la lutte de demain. Ah ben voilà, c'est formidable. Voilà des conclusions très fortes de nos amis. Armand, 2 mots, et Digna aussi, 2 mots, et on conclut. On arrête l'émission puisque le feu est vert. Je pense que lui, il a dit le dernier mot. Hein. Bon, je dirais que nous avons perdu en Philibert un grand homme, un grand Martiniquais. Une race de militants. Un grand Martiniquais. Ouais. Un militant extraordinaire. Moi, je ne prends pas souvent des mots hein, mais
c'était un militant extraordinaire, et un militant qui était constamment auprès des gens. Constamment. Et profondément martiniquais. Je disais à la veillée, il n'y a pas un Martiniquais qui connaît la Martinique autant que Philibert. Parce qu'il était partout, dans les morts, dans les fonds, dans les hauts, dans les bas. Il n'était pas dans les valeurs des autres, il était dans les toute sa vie, c'était ça. Toute sa vie, c'était ça. Il avait, j'emploie le mot, ça c'est vrai, il avait l'amour du syndicat. Il avait l'amour de son parti. Et ces deux choses-là étaient complètement liées. Et on peut dire résumer sa vie et jusqu'à son dernier jour. Et ça, c'est un signe de grandeur. Oui. C'est un signe de grandeur. Et nous devons le garder dans notre mémoire, justement. On va le préserver. Tout ce qu'il nous apporte, parce qu'il nous apporte des choses immenses. Ce que nous faisons aujourd'hui, il faut le multiplier ici et là, parmi les gens d'en bas, voilà. Pour qu'ils On va laisser un petit mot. Merci Armand. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il continue à vivre, même si effectivement son corps n'est plus. Son corps physique. Voilà, son corps physique n'est plus, mais il continue à vivre. Et il doit continuer à vivre chacun, et puis justement dans des actions pour son pays. Et on espère que les transmissions vont se faire de 1000 façons. Pas seulement directement, mais par la générosité, la solidarité, l'esprit martiniquais. Voilà, chers amis, notre émission se termine. Vous voyez comme elle est courte, on n'a jamais le temps de dire assez, ou d'en dire assez, mais j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Philibert, que vous aurez envie d'appréhender son œuvre et son travail et sa personne de plus près, en lisant, en interrogeant, en écoutant les émissions, etc. Je vous souhaite donc pour cette première émission une bonne ouverture à toutes les autres thématiques qu'on vous proposera, et puis passez une bonne soirée ou une bonne après-midi. À bientôt.